quelle démarche je dois faire, qu'est-ce que je dois faire en avance, qu'est-ce que je peux faire en avance, comment je fais mon changement d'adresse, mes comptes bancaires, j'en fais quoi? Eh bien, on regarde ça tout de suite après le générique. Bonjour à tous, bienvenue chez moi, chez Mom à la française. Ici, je partage avec vous notre expérience de l'expatriation aux États-Unis en famille et j'espère pouvoir vous aider à préparer votre propre expatriation. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les démarches administratives autour du départ. Donc, je ne m'occupe pas du tout de tout ce qui concerne les visas, le déménagement, parce que je considère que ça, c'est vu par ailleurs. Vous pouvez regarder mes autres vidéos sur ce sujet. On va plutôt se concentrer aujourd'hui sur tout ce qui concerne l'administratif personnel. Donc même si l'entreprise vous aide et fait beaucoup de choses pour vous dans ce projet d'expatriation, il y a un certain nombre de démarches qui vous incombent. Et je vais vous aider à les lister, à ne rien oublier, à anticiper en 9 points essentiels. C'est parti. D'abord, point numéro 1, le rendez-vous à l'ambassade à Paris. Il n'y a que l'ambassade américaine à Paris qui peut vous délivrer les visas. Donc il faudra vous y rendre en personne avec tous vos enfants de plus de 14 ans. Les moins de 14 ans ne sont pas obligés d'être présents en personne. Pour ce rendez-vous, il vous faut un certain nombre de documents que je vous conseille de rassembler dès maintenant. Ça vous évitera de courir au dernier moment et de faire les choses dans le stress, ce qui n'est jamais agréable. Surtout, vous avez déjà bien assez de choses à gérer. La première chose à avoir, ce sont des photos d'identité au format américain. Donc pour obtenir ces photos, rendez-vous chez un photographe. Vous précisez bien que c'est pour un visa américain. Ça vous évitera de devoir retourner ensuite faire des photos comme ça m'est arrivé. Si vous n'avez pas de photographe près de chez vous qui peut faire ça, il y a des applications sur téléphone mobile comme PhotoAid qui vous permettent en fait de prendre une photo vous-même et puis ensuite eux la détournent, ils mettent un fond neutre et ils l'impriment et vous l'envoient par courrier pour une dizaine d'euros. C'est pas toujours super joli, mais voilà, au moins vous êtes sûr d'avoir le bon format. Pour le rendez-vous à l'ambassade, il vous faudra également des actes de naissance plurilingues pour chacun de vos enfants. Les actes de naissance plurilingues sont à demander à la mairie de la ville où vos enfants sont nés. Si c'est une petite commune ou une ville moyenne, c'est d'autant plus important d'anticiper parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire ce genre de documents. Ce pas des choses que les gens ont forcément besoin de manière fréquente. Donc ça va peut-être leur demander un jour supplémentaire pour savoir comment gérer ça. Et ensuite, la mairie pourra vous les envoyer par courrier si vous avez le temps. Sinon, si vous êtes dans la région, vous pouvez toujours passer les récupérer en main propre. C'est la même chose pour l'acte de mariage plurilingue dont vous aurez également besoin. Donc, contactez la mairie dans laquelle vous vous êtes marié et ils pourront vous délivrer ce document. Mon conseil, c'est de demander ces documents en plusieurs exemplaires parce que vous en aurez besoin donc pour l'ambassade, mais vous en aurez aussi besoin une fois que vous serez aux États-Unis pour certaines démarches. Donc c'est important d'en avoir quelques-uns sous la main. Comme ça, vous êtes fourni et vous n'aurez pas à stresser de la même façon au dernier moment. C'est vraiment une bonne idée d'anticiper sur ces documents parce que vous n'aurez pas forcément beaucoup de temps entre le moment où vous savez que vous avez rendez-vous à l'ambassade et le rendez-vous en lui-même. Et si vous n'avez pas ces documents, vous ne pouvez pas vous rendre au rendez-vous à l'ambassade. Et sachant qu'il y a des délais quand même en général assez longs, c'est vraiment important de ne pas rater sa chance et d'avoir tout sous la main, prêt pour aller au rendez-vous. Notre exemple, ça a été un petit peu le chaos. Nos 3 enfants sont nés dans 3 villes différentes et mon mari et moi, nous sommes mariés encore dans une 4e commune. Et on a su en fait le mercredi qu'on avait rendez-vous à l'ambassade le mardi suivant. Donc on avait moins d'une semaine pour obtenir tous les documents qu'évidemment on n'avait pas du tout.
Donc on a appelé toutes les mairies en catastrophe, qui en plus sont des petites villes, donc ils étaient un petit peu stressés des copies d'actes de naissance plurilingues ou de l'acte de mariage plurilingue, etc. Ça leur disait pas grand-chose. Et en fait, on a dû carrément, avec mon mari, faire une espèce de mini tour de France pour aller récupérer les documents en main propre dans toutes ces mairies. Parce que vu les délais qu'on avait, si les mairies les avaient envoyés par la poste, ce serait jamais arrivé à temps et notre rendez-vous à l'ambassade n'aurait pas pu avoir lieu. Donc ne faites pas comme nous, anticipez, procurez-vous ces documents bien en avance et comme ça vous serez fin prêt pour le rendez-vous à l'ambassade. Ensuite, l'école. Vous allez évidemment prévenir les différents établissements de vos enfants qu'ils vont quitter l'école en France et vous pourrez récupérer leur dossier scolaire. C'est important de le faire si vous envisagez d'inscrire vos enfants au lycée français une fois que vous serez aux États-Unis. Si ce n'est pas le cas et que vos enfants fréquentent l'école locale, il n'y a pas forcément de grand intérêt à le faire, à vous de voir. Point numéro 3, donnez votre préavis au niveau de votre entreprise. Donc même si vous allez travailler pour la même entreprise aux États-Unis que celle pour laquelle vous travaillez en France, il est possible que vous deviez donner un préavis en France et quitter l'entreprise comme si vous partiez pour une entreprise complètement différente. Ce sont en général des entités juridiques différentes, d'où voilà, la nécessité de partir de façon officielle avec un préavis, etc. Et même si vous partez sous contrat L1, c'est-à-dire que en fait, c'est un transfert vers une entreprise américaine. Mon mari a travaillé pour la même entreprise en France, en Suisse et donc maintenant aux États-Unis. Ça fait une quinzaine d'années qu'il est dans l'entreprise. Néanmoins, chaque fois qu'on a changé de pays, eh bien, il a dû quitter l'entreprise comme si en fait il partait pour une autre entreprise, quel que soit le pays. Renseignez-vous auprès du service RH, ils vous donneront toutes les infos nécessaires. Si le conjoint est salarié, il faudra lui aussi qu'il donne un préavis à son entreprise. À vous de voir ce qui est envisageable, un licenciement, une rupture conventionnelle ou une simple démission selon les cas. Point numéro 4, les comptes bancaires. Les Français sont réputés pour avoir de nombreux comptes bancaires, au contraire des Américains d'ailleurs qui n'en ont souvent que un ou deux. Il va falloir prévenir votre ou vos banques que vous allez partir à l'étranger, en particulier aux États-Unis. Normalement, avec la France, ça ne pose pas de problème, mais il peut quand même y avoir un impact fiscal, évidemment. Si vous avez des comptes à l'étranger, avant de partir aux États-Unis, parce que, par exemple, vous êtes frontalier ou pour toute autre raison, c'est d'autant plus important de vérifier qu'il n'y a pas de problème légal au niveau bancaire, parce que certains pays n'ont pas d'accord bancaire et il est, par exemple, interdit d'avoir des comptes en Suisse quand on est résident aux États-Unis. Donc je vous invite à vérifier tout ça. Cinquième point, mettre fin à tous les contrats qui concernent votre vie quotidienne. Donc ça concerne l'électricité, le gaz, l'eau, l'assainissement, mais aussi votre abonnement à la salle de sport, l'abonnement au cinéma, au musée, etc. Ça, c'est les choses auxquelles on pense parce que c'est ce qu'on fait dans le cadre d'un déménagement classique. Donc, vous n'aurez pas de souci à avoir ça en tête. Numéro 6, les impôts. Donc évidemment, il faut alerter les impôts de votre nouvelle situation, de votre départ à l'étranger. Sur le site de impôts.gouv.fr, il y a une rubrique « Je pars vivre à l'étranger ». Tout est listé là, donc c'est assez bien fait. Allez faire un tour sur le site, je vous mettrai un lien. Numéro 7, ce sont tous les services comme Pôle emploi, la CAF, etc. D'abord, il faut évidemment les prévenir que vous allez partir. Donc souvent, vous pouvez faire ça en ligne, via un formulaire, etc. Selon votre situation, vous aurez peut-être des documents à récupérer avant votre départ. Je vous conseille vraiment d'anticiper là-dessus parce que pour joindre ces services, la difficulté c'est qu'en général ce n'est que par téléphone à des numéros qui sont genre en 0800 et quelques et ces numéros ne sont joignables que depuis la France. Donc une fois que vous êtes parti, c'est hyper compliqué de les contacter.
Les relations par email sont en général très lentes. Vous n'avez pas toujours la même personne qui vous répond. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Donc, faites en sorte de pouvoir obtenir les paiements que vous devez obtenir, les documents, bien avant de partir. Nous, on a eu une expérience extrêmement compliquée avec la CAF. On devait en fait obtenir des paiements de la CAF suisse. Et pour obtenir ces paiements, il nous fallait un document de la CAF française. J'avais anticipé, je les ai appelés avant, on m'avait promis que ce document serait fait, etc. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Et j'ai mis plusieurs semaines après notre départ aux États-Unis pour arriver à obtenir le document et ensuite les paiements. Ça a été hyper compliqué et hyper stressant parce qu'évidemment, une fois qu'on était parti, je ne pouvais plus les joindre par téléphone parce que le numéro ne fonctionnait pas. J'ai eu beau demander par email qu'on me donne un numéro de téléphone classique pour pouvoir échanger avec quelqu'un, ça n'a pas été possible. Donc vraiment mon conseil là-dessus, si vous avez besoin de documents ou si vous attendez des paiements avant votre départ, mettez-vous un rappel dans votre calendrier pour que toutes les semaines, vous vérifiez vraiment que ce paiement ou ce document est arrivé ou non. Et s'il n'est pas arrivé, vous rappelez et vous ne lâchez pas tant que vous ne l'avez pas fait. Ça vous facilitera vraiment les choses, ça vous enlèvera beaucoup de stress. Numéro 8, la CPAM. Vous avez un document CERFA à remplir qui se trouve sur le site de amélie.fr. Il s'appelle « Déclaration de transfert de résidence hors de France ». Ce document, il doit être transmis à la CPAM dans le mois qui suit votre départ. Donc vous pouvez d'ores et déjà le télécharger. Il sera prêt lorsque ce sera le moment de le renvoyer. En point numéro 9, c'est le changement d'adresse auprès des services postaux. Alors, il va falloir faire ce qu'on appelle un changement d'adresse définitif à l'international. Ça coûte 177 € et donc la Poste est censée vous réacheminer en fait votre courrier aux États-Unis de manière régulière. Si vous n'avez pas encore d'adresse résidentielle, d'adresse personnelle parce que vous n'avez pas encore trouvé votre maison, vous pouvez donner l'adresse de l'entreprise pour laquelle vous allez travailler aux États-Unis. Nous, c'est ce qu'on a fait. C'est pas censé poser de problème et l'entreprise était OK avec ça. Honnêtement, ça a été vraiment une grosse blague. Ça a été un cauchemar en fait pour nous, à tel point que moi j'ai demandé le remboursement donc des 177 € que j'avais payés parce que ça n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire que plusieurs mois après notre départ aux États-Unis, on continuait de recevoir notre courrier à notre ancienne adresse en France. C'est le propriétaire qui nous a contactés pour nous alerter de ça, parce que lui recevait nos courriers. Et parfois, on recevait quand même des courriers réexpédiés donc aux États-Unis, mais en revanche, on recevait un gros paquet de courriers avec le courrier des 3, 4, 5 semaines précédentes. Donc on attendait des choses vraiment importantes et urgentes qui se sont un petit peu perdues comme ça au milieu des problèmes de transfert de courrier. Mon conseil là-dessus, c'est de faire la liste en fait des personnes et des organismes qui auront besoin de vous contacter après votre départ aux États-Unis et d'anticiper en les prévenant vraiment immédiatement que vous allez partir. Donnez-leur votre nouvelle adresse si vous l'avez, ou alors essayez au maximum de communiquer par email avec eux pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans la communication et le suivi des services. Ce sera plus simple. En conclusion, essayez de ne pas compter en fait sur les services de réexpédition du courrier, ça vous enlèvera bien des problèmes. Alors comme à chaque fois, je vous propose de passer à la pratique. Il faut que ça vous serve, c'est ça le plus important. Listez les organismes, les personnes à contacter, les montants que vous devez récupérer auprès de différents organismes et les courriers que vous devez faire. Vous pouvez d'ores et déjà les rédiger, comme ça ce sera fait, vous les sauvegardez et puis vous les imprimerez le moment venu pour les envoyer par la poste. Alors, je vous conseille d'utiliser un logiciel qui s'appelle Airtable, donc il y a une version gratuite sur leur site.
En fait, c'est une espèce de tableur, donc c'est un petit peu comme Excel, vous avez des cases, des cellules, etc. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez attribuer des tâches à d'autres personnes, donc c'est un document collaboratif parce que c'est en ligne. Et en plus, vous pouvez mettre des pièces jointes, des choses attachées à chacune des cellules ou à chacune des tâches. Ce qui fait que si vous avez par exemple une tâche courrier à la CAF et que vous avez déjà préparé ce courrier pour anticiper, vous pouvez très bien l'attacher en pièces jointes à la tâche que vous vous êtes fixée. Et du coup, le moment venu, il suffira de l'imprimer et vous serez totalement au point et totalement prêt pour passer à autre chose. N'oubliez pas qu'un déménagement à l'international, c'est une vraie gestion de projet. Donc, si vous pouvez utiliser des outils qui vous facilitent la vie, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. De manière générale, avoir une liste de choses à faire, c'est toujours utile, ça soulage le cerveau. Et puis ça permet aussi de savoir exactement où on en est, de se fixer des objectifs. Et c'est motivant parce qu'au moins on voit que ça avance. Et c'est rassurant parce qu'on est sûr de rien oublier. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé et qu'elle va vous aider à préparer votre déménagement. Si vous avez appris quelque chose, si vous avez trouvé ça utile, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochains conseils. Merci beaucoup et à très bientôt chez Mom à la Française.